Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation, à notre invitation de l'intersyndicale CGT Sud pour cette rencontre avec Bernard Friot. Bernard est, vous le savez certainement, économiste et sociologue. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont le dernier est pleinement d'actualité puisque son titre est « Prenons le pouvoir sur nos retraites ». On le sait, depuis plusieurs semaines, nous sommes engagés dans une lutte pour refuser la contre-réforme de Macron-Borne et demander, après le passage en force à l'Assemblée nationale, son retrait. 70% des Français sont contre cette réforme, 90% des salariés sont contre. Alors pourquoi le pouvoir et le MEDEF s'entêtent-ils à vouloir à tout prix cette réforme? Pourquoi depuis des décennies le patronat et la bourgeoisie s'attaquent-ils à notre système de retraite? Pourquoi, depuis des décennies, le pouvoir ne lâche rien lorsqu'il y a des luttes? Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres, je laisse la parole à notre camarade Bernard, qui pendant 50 minutes, 1 heure, va pouvoir nous donner des éléments de réponse, son analyse sur la situation que nous vivons. Et ensuite, bien évidemment, pour celles et ceux qui le souhaitent, nous aurons un temps d'échange. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. À 60 ans. En 1946, les ministres communistes, aussi bien Thorez à la fonction publique, Marcel Paul à la production industrielle, avec la nationalisation de DFGDF, et Ambroise Croizat au travail et à la sécurité sociale, ils ont inventé un nouveau type de salaire, un salaire attaché à la personne et non pas au contrat de travail. Alors, c'est le cas de la loi Thorez sur le statut de la fonction publique, qui pose le salaire non pas comme un attribut du poste de travail, comme dans la convention collective, où on est payé pour son poste, mais qui pose le salaire comme un attribut de la personne, puisque la qualification est personnelle. Dans le secteur privé, c'est le poste qui est qualifié. La convention collective, elle qualifie des postes. Un salarié du privé, c'est jamais lui qui est payé, c'est son poste qui est payé. Ce qui est déjà un conquis important par rapport au salaire capitaliste. Le salaire capitaliste, c'est le paiement à l'acte. C'est ce qui a imposé à tous les jeunes en insertion, comme on dit. Ils sont payés pour un CDD de mission, ils sont payés à l'acte. Les travailleurs indépendants aussi, qui sont la forme normale du travail dans le capitalisme, c'est le travail indépendant. Ils sont payés à l'acte aussi. Le fait de payer les travailleurs pour la qualification de leur poste dans la convention collective, c'est déjà un progrès qui s'est vu pendant le confinement. Tous ceux qui avaient un CDI avec un salaire correspondant à celui de la convention collective ont conservé 84% de leur salaire, quoi qu'ils aient fait. Le salaire à la qualification, c'est pas le paiement à l'acte. C'est déjà un dépassement du paiement à l'acte. Le paiement à l'acte, c'est le cœur de la logique capitaliste. On est payé qu'après avoir posé un acte de subordination. Et on est payé à la mesure de cet acte de subordination qu'on a posé. Mais ce qui va se faire en 1946, c'est encore beaucoup plus loin. Et c'est à l'initiative des communistes. C'est, d'une part, inscrire dans la loi ce qui est le cœur de la fonction publique. Un fonctionnaire est payé pour une qualification personnelle et non pas pour son poste. Et c'est pour cela que les fonctionnaires ont conservé 100% de leur salaire pendant le confinement. Un fonctionnaire n'est pas payé pour ce qu'il fait, il est payé pour ce qu'il est du point de vue de la valeur économique à travers une qualification qui est son grade. On est payé pour son grade. Et comme on est payé pour son grade et que le grade ne s'éteint pas avec la fin du service, on reste titulaire de son grade jusqu'à sa mort, on est payé jusqu'à sa mort. La spécificité de la retraite de fonction publique, c'est que c'est la poursuite du dernier salaire, qui par définition est le meilleur.
Pourquoi? Parce qu'encore une fois, un fonctionnaire est payé pour sa qualification personnelle et non pas pour celle de son poste, comme dans le privé, et non pas à l'acte, quand on est vraiment en dessous encore des conquêtes de l'emploi. Cette pratique de la retraite comme salaire de la liberté, hein, qui permet ensuite d'avoir le travail que l'on décide, alors que dans le capitalisme, le salaire, c'est le salaire de la subordination, là vraiment il y a un changement du sens du salaire, va être étendu à tous les salariés des entreprises publiques. Alors, en particulier, l'EDF-GDF, qui est nationalisé en 1946, et dans le décret de juin 1946, Marcel Paul, autre ministre communiste de la production industrielle, copie le statut de la fonction publique, pratiquement, hein, et la pension à l'EDF-GDF s'appelle le salaire d'inactivité de service. On est vraiment, et aujourd'hui encore d'ailleurs, hein, on est dans la transposition dans les entreprises publiques du statut de la fonction publique en général, et pour la retraite, donc la retraite comme poursuite du dernier salaire. Et le geste fondamental que va faire Croizat en 1946, lorsque ministre du Travail et de la Sécurité sociale, il crée, avec les militants de la CGT, hein, il n'a pas fait ça tout seul, hein, lui-même était d'ailleurs secrétaire de la Fédération de la métallurgie de la CGT, tout en étant ministre du Travail, il crée le régime général. Et dans le régime général, il transpose tout à fait la retraite de la fonction publique. Hein. Il supprime toute référence à la cotisation. Jusqu'ici, la pension, elle était fonction des cotisations. Il supprime complètement. Il n'y a plus du tout de mention de la cotisation. C'est pas j'ai cotisé, j'ai droit. Hein. C'est le retraité. C'est quelqu'un qui avait jusqu'ici une qualification liée à son poste, et maintenant sa qualification passe du poste à la personne. La revendication de la CGT aujourd'hui, pour tout le monde, hein, quand elle parle de sécurité sociale professionnelle, je me souviens de Maryse Dumas à Montreuil, lors d'une réunion nationale sur le nouveau statut du travail salarié quand elle l'avait en charge, elle a dit, la sécurité sociale professionnelle, c'est la qualification qui passe du poste à la personne. Là, on est au cœur de la dynamique communiste qui fait passer le salaire de la reconnaissance d'un travail subordonné à un attribut politique de la personne, sans obligation de travail subordonné. C'est un changement majeur, hein, absolument majeur, qui ne vaut d'ailleurs pas que pour la retraite. Lorsque Croizat supprime toute référence aux cotisations pour faire de la retraite la poursuite d'un salaire de référence, hein, c'est le salaire qui est la référence, c'est pas du tout les cotisations. Vous l'avez très bien vu dans le film de ceux qui ont vu Mammouth, le film où Depardieu et comment elle s'appelle, Yolande Moreau font un couple assez haut en couleur, comme vous pouvez l'imaginer. C'est avant Sarkozy et le passage à 62 ans. Depardieu va avoir 60 ans, il a eu une carrière merdique, il n'a pas tout le temps été déclaré. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa moto et puis il reconstitue sa carrière. Il va trouver ses employeurs qui, plus ou moins repentants, lui font une attestation comme quoi il avait travaillé chez eux, ou d'autres salariés qui attestent qu'il a travaillé, et il reconstitue sa carrière. Encore une fois, la retraite telle que les communistes la mettent en place, c'est du salaire pour le travail libre, ce n'est pas le différé de cotisation. Ça ne vaut pas que pour la retraite. Croizat fait la même chose pour les allocations familiales. Le cœur de la Sécu en 1945, c'est les allocations familiales. C'est 55% des prestations, c'est les allocations familiales. Et les allocations familiales, c'est une création patronale pour lutter contre la hausse générale des salaires. Au lieu de faire une hausse générale des salaires, elle est concentrée sur les seuls chargés de famille. C'est pour cela que la CGTU, par exemple, est vent debout contre les allocations familiales. Prenez
tout ce qui se passe dans les occupations d'usines de 36, avec à la fin la sanction des médiateurs, eh bien, les médiateurs font toujours la même chose. Si dans la boîte c'était 30% de revendication de hausse des salaires, ce serait 15 points seulement de hausse des salaires et puis 15 points de cotisation patronale aux allocations familiales. Si c'était 20%, ce sera 10-10. Si c'était 10%, ce sera 5% de hausse des salaires et 5% de points de cotisation patronale. Au point que lorsque Croizat arrive au ministère, vous avez des taux de cotisation aux allocations familiales qui vont de 4% du salaire brut, ça c'est le minimum légal depuis 1932, jusqu'à 17% du salaire brut dans les boîtes où il y avait une énorme combativité. Et pour pouvoir toucher les allocs, il faut être sur son poste. Hein. Encore une fois, c'est une arme de guerre contre la hausse des salaires. Donc c'est un sursalaire familial. Donc si on est chargé de famille mais au chômage ou en arrêt de maladie ou en retraite, pas d'alloc. Hein. Il faut être sur son poste. Et Croizat, mais les communistes vont complètement changer le truc. Ils suppriment toute condition d'emploi pour avoir droit aux allocations familiales, sont supprimées. Et ils posent les allocations familiales comme du salaire, c'est les employeurs qui payent, et c'est 225 heures par mois pour 2 gamins de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie, et ça augmente avec le taux horaire de l'OS de la métallurgie, et si bien que les parents sont plus payés que les OS, puisque les OS ils faisaient plus que les 1500 heures actuelles, mais ils faisaient pas 3000 heures, ils faisaient pas 225 heures par mois. Donc, on a là une invention, hein, mais vraiment à grande échelle, du salaire, non pas lié au contrat de travail, mais lié à la personne même. Comment voulez-vous faire la rupture écologique absolument indispensable si vous ne voulez pas aller dans le mur, hein, si vos droits dépendent de votre contrat de travail, si vos droits dépendent du contrat que vous avez passé avec votre entreprise, ben vous allez fermer votre gueule. Comment voulez-vous devenir souverain sur le travail si vos droits dépendent du contrat de travail? Les communistes en 1946, ils sont communistes à l'époque et ils se battent pour dissocier le salaire du contrat de travail et poser le salaire comme un droit de la personne. Et c'est à cela que la bourgeoisie va s'attaquer. Pourquoi est-ce que la bourgeoisie ne peut pas? Enfin, elle a des boutons dès qu'elle voit qu'il y a un droit qui est lié à la personne. Pourquoi? Parce que comme c'est elle qui décide du travail, c'est elle qui décide de l'investissement, c'est elle qui décide du lieu où on va investir, c'est elle qui décide de la façon dont on va investir, c'est elle qui décide du collectif de travail. Qui sera sur les postes de travail? Dans le privé. Hein. Comme elle décide de cela, sans nous, et plutôt en général contre nous, pour que nous allions au boulot, même l'expression « aller au travail », ça veut dire que le travail, il est étranger à nos personnes. C'est pas nous qui décidons, on va au travail. Nous ne sommes pas le travail, nous allons au travail. Les expressions à laquelle on est habitué, mais qu'il ne faut pas s'y habituer. C'est des expressions qui montrent notre aliénation dans le travail. Pour que nous allions au travail, bien que nous ne soyons pas décideurs, il faut que le salaire, nous ne l'ayons qu'après avoir posé l'acte de subordination. Hein, le salaire après que. Et ce qu'inventent les communistes en 1946, c'est le salaire pour que. On dote les personnes d'un salaire, c'est un attribut de la personne, et avec ce salaire, elles vont travailler librement. Hein. La libération du travail de la subordination, ça suppose que nos droits ne dépendent pas de notre contrat de travail, que nos droits dépendent de notre personne, que à 18 ans, tout le monde devienne titulaire d'une qualification et d'un salaire. Dès 1947, les patrons ripostent. Hein. La subversion que les communistes font de la Sécu en 1946, je dis subversion que font les communistes de la Sécu en 1946. Hein. Parce qu'en 1945, tout existe de la Sécu. Hein. Aucune création de sécurité sociale en 1945. Il y a une telle fable sur la question que je le rappelle quand même. Hein. En 1945, vous avez plus de 1000 caisses de sécurité sociale en France. Vous avez 70 000 salariés qui gèrent les cotisations et les prestations dans ces caisses. La sécurité sociale, elle est omniprésente, elle a été créée par les patrons
entre 1880 et 1940. Le cœur de la Sécu, c'est les allocations familiales dont je viens de parler, gérées par les patrons. Et puis vous avez les assurances sociales de 1930 qui sont gérées paritairement, mais paritairement, on sait ce que ça veut dire. Hein, ça veut dire, comme il y a toujours un syndicat qui vote avec les patrons, en fait, c'est patronal. Vous avez les ATMP, les accidents du travail professionnel, qui sont couverts depuis 1898, c'est obligatoire, mais là encore, c'est une gestion pour des compagnies d'assurance. Vous avez tous les salariés dont le salaire est supérieur au plafond des assurances sociales de 1930. Ils sont couverts par des contrats d'assurance groupe que passent les entreprises avec des compagnies d'assurance. Vous avez des régimes de branche, des régimes d'entreprise, des régimes interprofessionnels. Dans les régimes, vous pouvez avoir donc des taux de cotisation, mais entièrement variables d'une boîte à l'autre. C'est un foutoir illisible aux mains du patronat, mais omniprésent. Omniprésent. Il n'y a aucune création en 45. Vous allez avoir en 46 une subversion communiste de cette institution patronale qui change complètement le sens des allocations familiales, qui change complètement le sens de la retraite. La retraite, c'était j'ai cotisé, j'ai droit, et ça ne devient pas du tout, c'est pas en fonction des cotisations, c'est nous sortons le salaire de la logique du contrat de travail. Nous l'attribuons à la personne. La riposte patronale, c'est dès 47, la création de l'AGIRC. L'AGIRC, Association de gestion des institutions de retraite des cadres. Alors cadre, c'est un mot qui apparaît à l'époque, hein, parce que tous ceux qui ne relevaient pas des assurances sociales de 1930, c'est-à-dire les ingénieurs, les employés supérieurs, on les appelait collaborateurs. Bon, évidemment, en 45, c'est plus trop possible. Donc, vous avez une invention extrêmement rapide du terme salarié des cadres, puis cadre. C'est le seul pays, c'est la seule langue au monde dans lequel ce mot existe. Vous le chercheriez en vain nulle part ailleurs, mais nous sommes aussi le seul État qui a collaboré avec le nazisme. Et donc, la parenthèse fermée, d'accord. En 47, donc, les patrons qui ne sont pas du tout déconsidérés pour collaboration, tout ça, ça fait partie des fables qu'on raconte pour endormir les enfants le soir, création de la Sécu en 45, etc., etc. Mais non. Le plafond d'affiliation de 1930 est supprimé. Les cadres entrent dans le régime général, sauf que contre la CGT qui se bat contre le plafond, hein, en août 45, quand il y a une discussion sur le devenir de la sécurité sociale, non pas sur sa création, encore une fois, elle est là omniprésente, d'accord ? Sur sa mutation, d'accord, la CGT est battue. Hein, la CGT, elle se battait pour ni État ni patron. Or, l'État conserve la gestion, pas la gestion, mais la définition du taux de cotisation. Les patrons sont là pour le quart des administrateurs. Elle se battait pour un régime totalement unifié. Or, il y aura deux caisses, les allocations familiales et puis la santé et la vieillesse du travail de l'autre. Elle obtient, cela dit, une gestion ouvrière, ce qui est quand même absolument décisif, hein, évidemment, ce qui fait l'objet d'une haine de classe. Hein. Dès que De Gaulle revient au pouvoir, il supprime cette gestion ouvrière, et puis ensuite Juppé va étatiser complètement le truc avec aujourd'hui les ARS, enfin une bureaucratie énorme qui s'est installée à la place de la gestion par les travailleurs eux-mêmes. Hein. C'est infiniment et plus efficace quand les travailleurs gèrent. C'est infiniment plus efficace. Et la riposte de la bourgeoisie à la gestion par les travailleurs, c'est toujours l'État. Toujours. C'est Juppé qui étatise, hein, et qui fait ce monstre bureaucratique que sont les agences régionales de santé, avec le magnifique résultat qu'on a aujourd'hui dans la situation de l'hôpital et des soins de ville. Merci la bourgeoisie, d'accord, quand elle lutte contre la gestion par les travailleurs, par l'étatisation. L'État n'est pas de notre côté. Nous avons des illusions à gauche sur un bon État qui va faire une bonne politique. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Toute notre histoire montre que ça n'est pas le cas. Jamais.
Et donc, la riposte patronale va consister à s'appuyer sur cet échec de la CGT qui demandait qu'il n'y ait pas de plafond, que le plafond soit supprimé, va s'appuyer sur le fait qu'il y a un plafond de cotisation qui laisse ouverte la place à un régime complémentaire. Parce que pour ceux qui ont un salaire supérieur au plafond, le remplacement de ce salaire, il est plafonné. Ils cotisent sous plafond, mais ils ont des prestations qui sont aussi plafonnées. Et donc, pour éviter le fait que le salaire des cadres soit mal remplacé, au lieu de supprimer le plafond, le patronat s'engouffre dans l'existence du plafond pour créer un régime complémentaire. Et ce régime complémentaire, il va être créé contre le régime général, bien sûr. Et sur une base, sur un principe qui est opposé à celui du régime général, c'est-à-dire j'ai cotisé, j'ai droit. Voyons bien l'enjeu que ça a en termes de classe, d'accord? Faire de la pension la continuation du salaire, c'est poser le droit au salaire comme un droit de la personne et non pas comme un droit lié au contrat. Et tout l'enjeu ensuite pour une organisation de classe, ça va être de faire en sorte que tout le monde soit dans cette situation. Aujourd'hui d'ailleurs, le tiers des plus de 18 ans a un salaire lié à sa personne. Le tiers des plus de 18 ans, c'est pas rien. Un salaire qui est lié à sa personne. Vous avez les 5,5 millions de fonctionnaires. Vous avez la moitié des retraités qui auront une pension supérieure au SMIC, parce que si c'est pas supérieur au SMIC, c'est pas du salaire, hein, bien sûr. Hein. Mais donc des hommes surtout, 9 millions sur les 17 millions de retraités. Et puis vous avez d'autres catégories, ce qui reste des salariés à statut. Vous comprenez que l'article 1er de la loi Macron, c'est suppression des régimes spéciaux. Hein. Suppression du régime de l'EDF-GDF, suppression du régime de la RATP, tout comme l'acte premier de Macron, ça avait été de supprimer le régime de la SNCF et que Rocard avait commencé à supprimer le régime des postiers et de France Télécom. Vous avez une obsession de la classe dirigeante d'en finir avec le salaire comme droit de la personne, bien sûr. Si nous ne sommes pas là à préconiser le salaire comme droit de la personne pour tous, mais il va disparaître, il a déjà commencé à bien disparaître. La prochaine cible, c'est les fonctionnaires. Et on commencera par les territoriaux, qui sont les plus vulnérables. Et donc, c'est absolument évident que la prochaine cible, c'est la suppression du régime des fonctionnaires territoriaux. C'est certain. Bon. Si nous laissons faire, d'accord? C'est-à-dire, si nous continuons à faire des bagarres corporatistes, de défense du statut des cheminots, qu'on a laissé tout seul en 2018, absolument tout seul, dans la bagarre contre la suppression de leur statut, etc., etc. Il faut étendre à tous. Hein. Tous les plus de 18 ans doivent avoir un salaire lié à leur personne. C'est la seule façon d'honorer ce que les communistes de 46 ont initié de façon si remarquable. En s'appuyant sur ce déjà-là, qui est le fait que le tiers des plus de 18 ans aujourd'hui a un salaire lié à sa personne. Et sur l'expérience, 17 millions sur les 50 millions que nous sommes de plus de 18 ans. Passons à 100%. Surtout qu'on a fait l'expérience pendant le confinement de l'extrême importance que les salaires soient maintenus, quoi qu'il arrive. Si on avait été comme dans les années 30, où il n'y avait que du salaire capitaliste, où les salaires étaient liés à l'activité, pas d'activité, pas de salaire, effondrement total. Et pour des années, nous avons complètement évité ça parce que, au lieu d'avoir un salaire qui est le résultat du travail, nous avons un salaire qui est le préalable au travail. C'est vraiment fondamental, ça. Cette conquête-là, évidemment que la bourgeoisie ne la supporte pas, elle riposte dès 47 et elle va étendre à l'ensemble des salariés du privé ce régime complémentaire dans l'ARCO, l'association des régimes de retraite complémentaires, qui est créée dans les années 50. Les années 50, c'est une des années où le patronat s'obstine à étendre à tous les salariés du privé, et non pas simplement aux cadres,
ce régime complémentaire qui repose sur le G cotisé, G droit. G cotisé, G droit, ça veut dire seuls ceux qui sont subordonnés ont droit à du salaire. Ils ne consomment pas tout leur salaire, ils en gardent une partie qu'ils mettent au pot commun. C'est-à-dire titulaires d'un salaire dans la logique communiste, mais dans la logique patronale, non productifs, puisqu'ils ne sont plus dans l'emploi. Seuls ceux qui sont dans l'emploi subordonné sont productifs dans le capitalisme. Les autres sont réputés non productifs. Bien, ces non productifs, qu'est-ce qu'ils ont droit? Ils ont droit de récupérer à travers les cotisations des actifs actuels ce qu'ils ont mis au pot commun quand ils étaient eux-mêmes actifs. C'est ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle. La solidarité intergénérationnelle, c'est le cœur de l'idéologie capitaliste sur la retraite. Je répète, parce que depuis 93, je me balade derrière je suis un militant discipliné. Bon, je ne lis plus les tracts que je distribue parce que ça me fait trop de mal, mais en tout cas, je les distribue et je suis derrière la banderole. Oui à la solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire, oui, vous avez raison, les patrons. Vous avez raison de remplacer le droit au salaire par le droit au différé de cotisation. Oui, nous sommes d'accord, les retraités ne produisent pas. Leur pension, elle est produite par le travail des autres. Oui, nous adhérons à la religion qui veut que... Qu'est-ce que c'est que la religion capitaliste? Vous savez, prenez une église capitaliste, c'est-à-dire le studio d'une télé de milliardaires, d'accord? Ça, c'est une église capitaliste. Dans le cœur de l'église, vous avez une statue, la statue du ratio retraité sur actif. Et puis viennent dans le chœur, à l'invitation du curé en chef, une série d'officiants, hein, les débatteurs qui viennent causer d'actualité, d'accord, et qui font des prières pour que le ratio retraité sur actif soit favorable. Et on est là comme des cons à croire le truc, tellement nous sommes adhérents, sans le vouloir, à la religion capitaliste. Quand on répond comment on finance, c'est qu'on adhère à la religion capitaliste. C'est qu'on adhère au fait que les retraités, dès lors qu'ils ne sont pas subordonnés, ne travaillent pas. Regardez comment, parce que les fonctionnaires ont un salaire lié à leur personne, leur réputation, c'est qu'ils ne travaillent pas. Dès lors que vous ne mettez pas en valeur de capital, vous êtes réputé ne pas travailler. Vous êtes utile. Ah, ben les fonctionnaires, c'est utile, ça, d'accord, c'est utile. Mais pas productif. Ils pèsent. Dépenses publiques, dépenses d'éducation, dépenses d'urbanisme, dépenses de santé. Dès que ça ne met pas en valeur du capital, c'est une dépense. C'est facile. Mais si dans nos tracts, nous écrivons dépenses, nous sommes entièrement aliénés. C'est ça le problème de cette bagarre, d'accord? Il s'agit de la mener sans être aliéné à ce que le capital fait des retraités. Ils nient qu'ils ont le droit au salaire. Quelqu'un qui n'est pas subordonné n'a pas droit au salaire. Donc il nie qu'ils ont droit au salaire. Il dit, mais non, ils ont droit au différé de leur cotisation. Ils ont droit à la solidarité intergénérationnelle. Ça, c'est la thèse capitaliste. Et il va, à partir de 87, après avoir créé l'Agirc-Arrco dans les années 40-50 en riposte au régime général et au statut de la fonction publique et au statut des électriciens gaziers, au statut de DF-GDF, enfin de RATP, SNCF, etc. En riposte à cela, on crée l'Agirc-Arrco qui, pour le moment, ne fait que le quart des pensions. Sur 340 milliards de pensions l'an dernier, vous en avez 250 qui sont calculés sans tenir aucun compte des cotisations. Ça, c'est le fruit de la subversion communiste de 46. Aujourd'hui encore, les trois quarts des pensions sont calculées sans tenir aucun compte des cotisations. C'est du salaire continué. C'est pas du tout du j'ai cotisé, j'ai droit. Mais
Depuis 91, tout ça est dans le petit bouquin que j'ai écrit pour la circonstance, prenons le pouvoir sur nos retraites. Depuis 91, le taux de cotisation au régime général en matière de retraite n'a pratiquement pas bougé. Il est passé de 16 à 17% du brut en 30 ans. Le taux de cotisation à l'Agirc-Arrco, il est passé de 9% à 21% du brut. Moyennant quoi, enfin sur la tranche 1, ce qu'on appelle la tranche 1, moyennant quoi, dans les pensions les plus récemment liquidées, ces dernières années, l'Agirc-Arrco, c'est le tiers des pensions. Vous voyez comment progressivement, on est en train de se faire grignoter la pension comme salaire continué, transformé en pension comme différé de cotisation. Il y a un enjeu politique majeur. Est-ce que le salaire est un attribut de la personne ou est-ce que c'est un attribut du contrat de travail? Est-ce qu'il faut que nos droits dépendent du contrat de travail ou que nos droits dépendent de notre personne? Encore une fois, on ne peut pas laisser, je sais pas quoi moi, l'intelligence artificielle au capital. Si l'intelligence artificielle est laissée au capital, bienvenue dans une société de surveillance généralisée. On ne peut pas laisser la biologie moléculaire au groupe pharmaceutique. Sinon, on sera bientôt dans l'humanité augmentée, comme des cons. Il est urgent que nous prenions le pouvoir sur le travail. C'est urgent. Il n'y a pas que des raisons écologiques, qui sont évidentes maintenant pour tous, d'accord? On s'aperçoit tous qu'il y a un problème de flotte, enfin, etc., etc. Bien. Mais il y a une urgence anthropologique. Nous ne pouvons pas confier les rênes du travail au capital. Et pour pouvoir prendre le pouvoir sur le travail, il faut que nos droits ne dépendent pas de notre contrat de travail. Sinon, encore une fois, nous n'avons aucun pouvoir. C'est pour ça qu'à 18 ans, chacun doit devenir titulaire du premier niveau de qualification et d'un salaire, les 1700 euros nets du SMIC revendiqué, ça doit être une attribution automatique à 18 ans, possibilité de faire carrière. Dans un rapport de 1 à 3, c'est-à-dire jusqu'à 5 000 euros, à Réseau Salariat, on préconise un rapport de 1 à 3, parce qu'au-delà de 5 000 euros par mois, en dehors d'emmerder le monde, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire. Donc déjà, un salaire de 5 000 euros, c'est déjà beaucoup. Donc pourquoi de 1 à 3? Parce que dans la fonction publique, dans les conventions collectives les mieux négociées, le rapport interdécile, c'est-à-dire le rapport entre le salaire moyen des 10% les moins payés, d'accord? Et le salaire moyen des 10% les mieux payés, il est de 1 à 3. Ça ne veut pas dire que le rapport des salaires est de 1 à 3, hein, parce que dans les 10% les moins payés, vous avez des très très faibles salaires, et dans les 10% les mieux payés, vous avez des salaires exorbitants. Hein. Donc, ce que nous préconisons, c'est que ce rapport interdécile devienne le rapport tout court, et qu'il n'y ait pas de salaire inférieur à 1 700 euros, pas de salaire supérieur à 5 000 euros. Je reviens aux retraites. L'attaque contre le conquis communiste de 46 du droit au salaire pour les retraités démarre en 87, une date que vous avez sans doute oubliée, parce qu'en général, quand je demande quand est-ce que démarre la réforme, tout le monde me répond c'est Balladur 93. Non, pas du tout, pas du tout. Balladur 93, c'est le second temps. Vous avez un premier temps qui est absolument décisif. C'est celui qui explique l'effondrement du salaire de référence. C'est Seguin qui, dans la première cohabitation Chirac, en 87, indexe les pensions non plus sur les salaires, mais sur les prix. Jusque-là, les pensions étaient indexées sur les salaires, puisque c'est du salaire. Donc elles étaient indexées sur les salaires. À partir de 87, et c'est pour bien dire que ça n'est pas du salaire, d'accord? C'est le différé de cotisation, c'est ça que ça doit devenir. Et alors le différé de cotisation, bah, il faut qu'on garde le pouvoir d'achat, en gros, des cotisations qu'on a mis au pot commun quand on était actif. Donc il s'agit d'indexer cela sur les prix. Or, alors, ne faisons pas d'erreur hein, d'appréciation, là, au cours de ces mois-ci, là, les prix augmentent plus vite que les salaires, c'est incontestable. Mais sur le long terme, les salaires augmentent plus vite que les prix, de façon même massive. Donc si vous indexez les pensions non plus sur les
salaire, mais sur les prix, vous avez un décrochage des pensions par rapport au salaire. Mais il y a beaucoup plus grave que cela. C'est que les salaires portés au compte sont indexés sur les prix. Ça va? Ça vous dit quelque chose, tout ça? Les salaires portés au compte sont indexés sur les prix. Ça fait depuis 35 ans qu'on est dans la bagarre, il serait temps qu'on sache exactement comment les choses se passent. Qu'est-ce que c'est que les salaires portés au compte? Les salaires portés au compte, c'est justement ceux qui servent à calculer le salaire de référence. En 87, c'est les salaires des 10 meilleures années, puisque en 87, c'est encore les 10 meilleures années. C'est Madame Simone Veil, grande féministe devant l'Éternel, qui, en 94, fait passer les pensions, enfin le salaire de référence des 10 aux 25 meilleures années, et ce qui entraîne l'effondrement des retraites des femmes, puisque du fait de la domination masculine dans le travail domestique, les femmes, bien qu'elles sortent de l'école plus diplômées que les garçons, ont une carrière moins qualifiée et avec des dents de scie. Et donc, dans les 25 meilleures années, il y a des années très mauvaises. Et donc, l'effondrement de la pension des femmes, les femmes gagnent 25% de moins que les hommes, mais ont des pensions inférieures de 40% à celui des hommes. Celle des hommes, c'est Madame Simone Veil, honorée au Panthéon pour féminisme, je crois. Et donc, parce qu'il n'y a pas que la Simone Veil de l'avortement, il y a une Simone Veil bis, et comme disait Marx, quand l'histoire se répète, c'est toujours sur le mode de la farce. Donc, effectivement, la ministre de 74 est honorable, celle de 95, c'est une répugnante ministre, d'accord, qui a été particulièrement nocive pour la retraite des femmes, entre autres, parce qu'elle n'a fait que des trucs répugnants. Bon. Les salaires portés au compte, si vous les indexez, il faut indexer les salaires. Vous prenez votre retraite en 2023, peut-être qu'un de vos meilleurs salaires, c'est 88. On ne va pas prendre le salaire nominal de 88, il ne vaut plus rien en 2023. Il faut qu'on l'indexe, qu'on l'actualise. Jusqu'en 87, on indexait sur la hausse des salaires depuis 88. Ah non, là, on l'indexe maintenant sur la hausse des prix. C'est-à-dire qu'on obtient des salaires indexés très inférieurs à ceux qu'on obtenait jusque-là. Et si au lieu des 10 meilleurs, on a les 25 meilleurs, alors là, c'est encore pire. Vous avez donc un effondrement du salaire d'embauche, du salaire de référence, pardon, dans une indifférence syndicale générale, aussi bien, je vais prendre les deux syndicats qui m'invitent, c'est toujours un peu dangereux de m'inviter, la CGT que Sud, nous sommes aveugles sur le déjà-là communiste de 46, sur l'enjeu économique, anthropologique, politique qu'il y a à sortir le salaire du contrat de travail pour le lier à la personne, d'accord? Et du coup, nous sommes complètement vulnérables à l'idéologie capitaliste du j'ai cotisé, j'ai droit. Je dois aussi manifester derrière des mots d'ordre du genre la retraite, c'est pas de la charité, les retraités ont cotisé. Merde! C'est précisément le contraire que nous avons construit. C'est être à la hauteur de nos adversaires, qui eux savent ce qu'ils doivent détruire. C'est ça leur force, qu'ils savent ce qu'ils doivent détruire. Nous ne savons pas ce que nous devons faire étendre. Nous sommes aveugles sur nos conquis. Nous pensons qu'il n'y a pas de classe révolutionnaire, nous pensons qu'il n'y a pas de déjà-là communiste, nous pensons qu'on ne peut pas instituer, qu'il n'y a pas de classe en capacité d'instituer des alternatives au capitalisme dans le capitalisme même. Ça fait partie de notre culture militante dont il serait bien qu'on se débarrasse. Regardez les effets de cette cécité. En août 2021, Macron suspend le traitement des soignants fonctionnaires suspendus pour non-vaccination. Nous avons protesté contre le fait que, alors qu'on manque de soignants, on éliminait 15 000 soignants qui est parfaitement honorable. Nous avons protesté contre le fait qu'on a laissé et qu'on laisse. Vous avez des soignantes qui sont toujours sans salaire depuis août 21, que nous laissons des gens parfaitement honorables sans salaire. Je n'ai vu ni à Sud, ni à Solidaire, ni à la CGT de campagne sur l'atteinte, mais formidable, au statut de la fonction publique qu'il y a à suspendre le traitement d'un fonctionnaire suspendu.
l'article 3 de la loi Le Pors de 83, ministre communiste de la fonction publique, qui crée les 3 versants de la fonction publique, territoriale, hospitalière et d'État. Torres, c'était uniquement la fonction publique d'État. Sur l'article 3, dit « Tout fonctionnaire suspendu conserve son traitement ». Bien sûr, c'est le cœur de la fonction publique. Je ne suis pas payé pour ce que je fais. Je suis payé pour ma qualification personnelle. Donc je conserve mon traitement. Le fait qu'il n'y ait aucune protestation sur ce point-là, cette attaque formidable contre le statut, qui m'a d'ailleurs permis, je me suis dit, bah, attends, c'est illégal. Ah mais non, je n'avais pas été attentif au fait que quelques mois auparavant, Macron avait supprimé la loi Le Pors de 83 dans une indifférence syndicale. Mon syndicat, la FSU, je ne m'avais pas uniquement désigné à la vindicte publique, la CGT et Solidaire, la FSU, silence complet sur la suppression de la loi Le Pors. Alors que c'est un syndicat de fonctionnaires, pour l'essentiel, la FSU. Ben, c'est ahurissant. Ahurissant que nous ne soyons à ce point aveugles sur ce conquis qu'est la déliaison du salaire du contrat de travail. L'autre attaque formidable contre le conquis communiste de la pension comme poursuite d'un salaire de référence, en dehors de l'effondrement du salaire de référence par l'indexation sur les prix des salaires portés au compte et par le passage des 10 aux 25 meilleures années, c'est l'extension de la carrière nécessaire pour avoir le taux plein et le recul de l'âge de suppression de la décote de 65 à 67 ans, qui fait que 20% des femmes aujourd'hui, 11% des hommes et 20% des femmes attendent 77 ans alors qu'ils sont hors de 67 ans, pardon, 77 ans c'est mon âge, mais attendent d'avoir 67 ans pour liquider leur pension alors que ils sont éliminés de l'emploi depuis déjà 5-10 ans, puisque vous n'avez plus que aujourd'hui, les seniors sont ceux qu'on élimine de l'emploi dès 50 ans, de l'emploi du CDI à temps plein, salaire de la convention collective, ils sont progressivement marginalisés. Aujourd'hui, à 60 ans, la statistique de 2022 est sortie en janvier dernier, à 60 ans, il n'y a plus que 52% des personnes dans l'emploi. Et le passage de 62 à 64 ans, c'est pas pour qu'on bosse plus longtemps. Qu'est-ce qu'il nous ferait faire, le capital? Il élimine l'emploi. C'est pour qu'on soit plus longtemps vulnérable sur le marché du travail, à faire des petits boulots, à être en CDD, à être en temps partiel, à être auto-entrepreneur, bref, à faire pression sur ceux qui ont conservé un salaire à la qualification, c'est-à-dire les 35-50 ans, puisque avant 35 ans non plus, il n'y a pas de rond, sincère. On est un jeune en insertion. C'est long d'être jeune aujourd'hui, surtout depuis que la gauche plurielle a inventé les emplois jeunes. Écoutez, fermez les yeux et dites « emploi homosexuel ». Nous avons osé créer des emplois jeunes, d'accord? Les emplois jeunes, c'est Bac+2, la moyenne des emplois jeunes, Bac+2, au SMIC pendant 5 ans, le salaire moyen c'était 1,1 SMIC, et on peut contracter un emploi jeune la veille de ses 30 ans. C'est-à-dire que les mesures jeunes, ça démarre en 77 avec les 16-18 ans en échec scolaire, bon, et ça culmine avec Jospin. Là, c'est les Bac+2 jusqu'à 35 ans. Donc, et puis ensuite, vous avez eu ces saloperies, je sais pas quoi, les volontaires en service civique. Tous les mots sont dégueulasses, volontaires pour bosser sans être payé, et en service civique, invoquer le civisme pour faire bosser les gens sans les payer. Bon. Donc, on a une période d'insertion qui est très longue, qui est la façon pour le patronat d'attaquer le conquis du salaire à la qualification, et puis une période de seniorité qui, elle aussi, s'allonge, et qui, là encore, restreint le droit au salaire à la qualification au bénéfice de l'infra-emploi dans lequel les seniors sont souvent condamnés. C'est quoi la riposte à tout cela? Je conclus. La riposte à tout cela, c'est évidemment une bataille alors générale pour sortir, pour tout le monde,
du salaire lié au contrat de travail. Ou, pire, du salaire de l'auto-entrepreneur, enfin du CDD, enfin, etc., etc. De toutes les formes de façon dont le patronat tourne le contrat de travail. Qu'on en finisse, qu'on aille au bout de ce que les communistes ont commencé en 1946. Tout le monde doit être titulaire d'un salaire de 18 ans à sa mort. Qu'est-ce qu'il exprime, ce salaire? Attention, hein. Il exprime un enrichissement de la citoyenneté. Moi, je suis émerveillé par ce qu'a fait la classe bourgeoise quand elle était révolutionnaire. Il y a un moment où elle était révolutionnaire, évidemment. Elle nous a libérés de la féodalité, de l'aristocratie. Quand elle est révolutionnaire, elle émet cette déclaration incroyable: des hommes, on dirait aujourd'hui les humains, naissent et demeurent libres et égaux en droit. Dans une société aristocratique où évidemment on ne naissait pas et on ne demeurait pas libres et égaux en droit, c'est une déclaration fulgurante. Et sur la base de cette déclaration, de cette classe révolutionnaire, on va inventer la citoyenneté. La citoyenneté, c'est le fait de poser tout majeur sans rien lui demander, sans préalable de diplôme, de compétences, de couleur de peau, de genre, d'origine sociale. Le fait d'avoir 18 ans nous postule comme en capacité, en responsabilité de la chose publique. Cette abstraction incroyable de la citoyenneté. Sauf que la bourgeoisie, qui n'est pas folle, a ôté la production de la chose publique. Elle a ôté le travail de la chose publique. Le cœur de notre vie sociale, c'est-à-dire le fait de produire notre monde par le travail, n'est pas dans la chose publique. La politique s'arrête aux portes des entreprises, elle s'arrête aux portes des banques quand elle crée la monnaie. L'Union européenne s'est même construite sur la dépolitisation complète de la création monétaire, alors qu'on est au cœur du travail. La bourgeoisie se réserve le monopole du travail, le monopole de la production. Et donc c'est hors de question que les citoyens aient leur mot à dire sur le travail. Moyennant quoi, aujourd'hui, les jeunes ne votent pratiquement plus, les catégories populaires ne votent plus. Il y a trouble dans la démocratie. Pourquoi? Mais parce que, quoi qu'on vote, de toute façon, ça ne change rien sur l'implantation des investissements, sur la constitution des collectifs de travail, sur la maîtrise du travail par les travailleurs. Le cœur de notre vie, à la fois individuelle et sociale, n'est pas impacté par une éventuelle victoire électorale. Donc vous avez une fuite devant la démocratie telle que la bourgeoisie l'a organisée, et là, nous le savons tous, hein, quand il y a trouble dans la démocratie, toujours et partout, la bourgeoisie sort son joker fasciste. Toujours. Donc, pour les raisons que j'ai dites, qu'on ne peut pas laisser au capital l'intelligence artificielle, la biologie moléculaire et l'extraction de l'énergie fossile, enfin bref, tout ce qui nous mène dans des catastrophes aussi bien anthropologiques qu'écologiques. Il y a urgence de leur piquer le pouvoir sur le travail. Et deuxièmement, parce qu'il y a une urgence politique d'enrichir la citoyenneté, bien, il faut qu'en communistes, nous poursuivions ce qu'ont fait nos anciennes et anciens, c'est-à-dire que nous étendions à tous les majeurs, le salaire, comme expression de la souveraineté sur le travail. Ce n'est plus mon contrat de travail qui est le support de mes droits, c'est moi en tant que citoyen. Et du coup, en tant que citoyen, je suis en capacité de décider du travail. La chose publique est enrichie de la production. Alors, ça ne suffit pas comme droit. À 18 ans, chacun doit devenir titulaire de 3 droits automatiquement. Hein, c'est l'abstraction citoyenne, ça c'est très important. Tout majeur doit être titulaire de 3 droits. Le premier niveau de qualification et les 1700 balles de salaire qui vont avec une possibilité de monter en qualification jusqu'à 5000 € au cours de sa vie. Deuxième droit, la propriété d'usage de l'outil
auxquels on aura affaire pour pouvoir décider au niveau microéconomique des entreprises, des lieux de travail. Troisième droit, la participation à la décision de toutes les instances macroéconomiques, la création monétaire, la propriété patrimoniale des entreprises, la décision d'investissement sur tel ou tel territoire, les accords internationaux à passer dans le cadre de la division internationale du travail, tout cela doit devenir la responsabilité des citoyens, et chacun, à 18 ans, de devenir titulaire de ces trois droits. Alors, commençons par le droit, enfin commençons, nous sommes dans une bagarre autour du droit au salaire, commençons par le droit au salaire. On va bientôt avoir une bagarre sur les étudiants, hein, très vite, parce que vous allez avoir une hausse des frais d'inscription massive qui va être prise en charge par des prêts aux étudiants. Si nous nous battons sur une allocation d'autonomie, c'est foutu. Je vous renvoie au bouquin d'Aurélien Casta, hein, qui a étudié le système anglais. C'est le système anglais qui va nous être proposé, pas le système américain où les étudiants empruntent dans les banques privées. Là, ça va faire une crise des subprimes complète. Non, non, c'est un organisme public qui prête. Si nous nous battons pour l'autonomie, mais ces prêts-là, ils rendent parfaitement autonomes les étudiants. C'est pas la question d'autonomie qui importe, et c'est pas non plus 1100 balles ou je sais pas quoi. Hein. C'est salaire, bien sûr. Salaire pour tous. Et non pas parce que les études sont du travail. Si je dis j'ai droit au salaire parce que je travaille, je suis dans l'idéologie capitaliste. Nos pères et mères ont conquis le salaire pour la liberté du travail, pas parce que je suis subordonné au travail. Donc fonder le droit au salaire sur le fait qu'on travaille, c'est rester dans la religion capitaliste. Laissons ça encore une fois au cœur des pleureuses sur BFM TV. La question est de sortir de cette idée que le salaire, c'est la contrepartie d'un travail passé, pour poser le salaire comme condition d'un travail futur libre.